Bonjour Elisabeth, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation, de t'être déplacée. Ça fait combien de temps? Ça doit faire 7 ans à peu près qu'on se connaît. Il me semble que ça fait un certain temps. Ça Oui. fait déjà quand même un certain nombre d'années, donc on a eu l'occasion de bien discuter tous les deux. Oui. Donc aujourd'hui tu es animatrice dans un club de dirigeants qui s'appelle l'APM. Oui. Et ce que tu m'as dit, c'est que ce sont des dirigeants qui veulent apporter quelque chose. Je ne sais plus le terme que tu veux Alors utiliser. en fait, la fondation APM a une valeur forte, c'est que le dirigeant est une figure d'autorité qui doit faire valeur d'exemple Ça, dans la société. C'est génial Elisabeth, parce que c'est exactement le sujet dont on veut traiter aujourd'hui. Aujourd'hui on veut parler de l'humain. Oui. Et je suis très honoré de t'accueillir pour cette nouvelle émission que j'ai intitulée Parole d'humain, parce que c'est quelque chose qu'on a besoin de développer aujourd'hui. Bien sûr. Pour toi Elisabeth, qu'est-ce que c'est qu'un humain? Alors un humain, pour moi, c'est un être vivant, Mm-hmm. un être vivant qui est capable de conscience et donc d'intelligence. Donc en fait, il est capable de sortir de l'instinct pour créer des pensées et pour réfléchir aux choix qu'il peut faire par rapport à ses pensées. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'autres vivants en fait qui ont un choix à faire ou qui effectivement réfléchissent avant d'agir. Il est aussi capable par cette conscience de construire des idées et des process et de les projeter effectivement sur sa réalité et donc de créer. Il est capable d'une grosse créativité. Donc l'être humain, effectivement, si on devait le comparer à d'autres êtres vivants, il n'a pas on pourrait le comparer, on pourrait lui dire qu'il a une supériorité puisque c'est ce qu'on entend la plupart du temps. Et cette supériorité, elle est liée simplement à cette conscience. Donc elle peut être positive, cette conscience, mais elle peut être aussi négative et on peut constater effectivement que cette conscience, ce libre arbitre, ce choix, c'est pas toujours transformé de façon positive depuis maintenant un certain temps. Depuis toujours, on va dire depuis toujours, selon les époques et selon les contextes. Okay. Donc l'être humain a cette conscience qui lui donne le choix en fin de compte de décider où est-ce qu'il veut aller. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'un être humain il est heureux ou malheureux? Qu'est-ce qui le rend, qu'est-ce qui le fait qu'il soit heureux ou malheureux? À partir du moment où effectivement il a une pensée projective, à partir du moment où il peut être créatif, il va projeter effectivement sur sa réalité une pensée ou positive ou négative. Mais c'est vrai que cette pensée, elle n'est pas simplement spontanée dans l'instant, elle est complètement conditionnée par une culture, par un contexte, par des expériences qui font qu'il va développer en dehors de la réalité de l'instant tout un amalgame de sensations, d'émotions qui vont influencer sa pensée. Et en fait, c'est cette pensée projective qui va ou être totalement, je veux dire, négative, tristesse, désespoir, etc., ou positive, joie, créativité, confiance en l'avenir. Donc voilà, en fait, le problème, l'avantage et le problème de l'être humain, c'est sa pensée et sa conscience. Okay. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il en fait? Alors qu'est-ce qu'il en fait? C'est-à-dire, qu'est-ce que la vie d'un être humain pourrait être? Exactement. La vie d'un être humain, elle va être totalement liée à la projection qu'il va faire avec cette pensée. Donc en fait, comme l'humain est aussi un animal de groupe, et un animal en fait de groupe, et un être vivant en fait, parce qu'animal c'est peut-être pas forcément le terme approprié pour nos auditeurs. Même si on est quand même, d'un point de vue, on est quand même des animaux, mais un peu plus évolués. Voilà, maintenant un peu plus évolués. Ouais. En fait, sa deuxième complexité, c'est qu'il va être totalement influencé par ses pairs et il va toujours chercher effectivement à plaire et être admis par ce groupe. Alors ça, il y a plein d'autres animaux, en fait, là je sors de l'être humain, qui ont aussi cette capacité, ce qu'on appelle des animaux de meute, et qui ont toute une espèce de, je dirais, de logistique à l'intérieur du groupe. Et nous, on est un peu pareil. On a cette logistique à travers le groupe, on a les dominants, on a les dominés, on a ces histoires de place, etc. Ce qui n'est pas forcément négatif, sauf que comme l'être humain projette une pensée et une créativité, il va y avoir dans ce groupe ce qu'on appelle des jeux de pouvoir, qui sont les mêmes que pour des chiens, des loups, etc., mais qui vont être teintés effectivement de projection et donc de complexité de cette pensée. Et c'est là où effectivement la vie d'un être humain peut être totalement embêtée, enfin totalement négative, ou elle peut être totalement positive. Et en fait, la plupart des êtres humains vont être influencés par l'extérieur. Et c'est cette
extérieur, cet environnement qui nous perturbe en fait, et qui nous empêche d'être nous-mêmes. Donc en fait, c'est vrai que vous mixez les deux ensemble, c'est-à-dire cette pensée projective, ce besoin de créativité, cette conscience, d'accord, plus ce désir dérangeant en fait de plaire toujours, je dirais, à ses pairs et à son environnement. Et donc en fait, vous avez des situations dont personne ne veut. On peut voir aujourd'hui entre l'écologie, les jeux de pouvoir en entreprise, le pouvoir de l'argent, mais que tout le monde a construit sans s'en apercevoir, puisqu'en fait, on a tricoté tous ensemble cette réalité. En fait, l'être humain, Elisabeth, si je comprends, c'est qu'il a deux besoins principaux. Il y a un besoin, c'est un besoin social. Oui. Il a besoin d'être avec des autres parce que c'est un être social. Oui. On parle souvent des neurones miroirs, c'est ça. Qui montrent que l'être humain, ça, c'est vraiment un besoin d'être dans un groupe. Oui. Parce que s'il sort du groupe, c'est la mort en fait, Oui. quand on remonte avant. Donc ça, c'est un premier besoin. Et un deuxième besoin, j'aime bien, tu parlais qu'on est des animaux évolués, mais on est quand même des animaux. Et faisant partie de la nature, on est là aussi pour grandir, pour évoluer. Et c'est ce que tu dis, il y a cette projection où on a cette aptitude à pouvoir créer quelque chose qui n'existe pas dans la nature aujourd'hui. C'est ça. Mais la question, c'est de tout ça, avec cette intelligence, cette projection, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait. Donc derrière, il y a cette notion de libre choix, de pouvoir, un vrai pouvoir de décision en fait, oui. Qui arrive par Sauf rapport que ça, c'est individuel à tout être humain. C'est ça. Encore faut-il qu'il comprenne d'abord ce pouvoir, Tout à c'est-à-dire l'attention et l'intention. Absolument. Cherchons pas plus loin, en physique quantique, il y a deux choses qui font que on manifeste une réalité, puisque le terme manifester est vraiment le terme approprié. C'est par notre intention, je voudrais ceci, et notre attention, c'est-à-dire que je vais comprendre dans la nature, dans mon environnement, qu'est-ce qui va se jouer aujourd'hui et qui va me guider sur ce choix et ce chemin et cet objectif en fait. Donc intention et attention. Et c'est vrai qu'il y a deux choses. Où vous êtes un être humain ballotté par votre environnement, c'est-à-dire que vous allez, et certains ont même cette sensation d'être tiré avec des ficelles, d'être une marionnette. Un coup on me dit ça, alors moi je pensais que c'était ça. Puis après on va me dire autre chose, bah non, alors finalement c'est pas ça. Et puis on me dit que je suis gentil là, mais là on me dit que je suis pas gentil. Puis là on me dit... En fait c'est ça, c'est cette espèce d'envie toujours d'être raccord avec ses pairs qui fait qu'en fait on oublie qu'on a une conscience et on oublie qu'on est capable nous-mêmes, je dirais, de construire quelque chose qui va forcément nous aller et être en rapport avec notre environnement, etc. Et c'est vrai qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'être humain, mais comme les chats, les chiens, les libellules, n'importe quoi, rayonne en fait sur son environnement. C'est-à-dire, quand on dit rayonne, c'est-à-dire que par l'énergie, il influence cet environnement. Et donc à partir de là, cette conscience, elle nous appartient et c'est aussi une grosse responsabilité. Exactement, c'est exactement le mot qui me venait quand tu parlais, mais tu l'as prononcé, c'est merveilleux Elisabeth, responsabilité, mais qui va complètement avec cette notion de pouvoir. C'est ça. C'est pas, on parle plus du pouvoir entre guillemets égotique dont tu parlais tout à l'heure, il y a un jeu de pouvoir, c'est vraiment le pouvoir que l'on a sur nous. Moi j'aime bien, j'ai un de mes mentors qui dit le maître maîtrise, le con contrôle. Donc c'est pour faire des jeux de mots. Mais le maître, il va maîtriser sa pensée, c'est qu'est-ce que j'en fais et la responsabilité que j'en prends pour pouvoir rayonner. Et le con, entre guillemets, contrôle, il essaie de contrôler un extérieur qui est incontrôlable. On n'a pas de poids sur la pandémie, sur les météos. Et donc c'est un petit peu, c'est ce que je comprends dans tes propos, Elisabeth. C'est exactement ça. Et ce qui est très marrant, c'est que à l'instant où justement, et cette analogie du maître et du con, ce qui est marrant, c'est qu'à partir du moment où on va vouloir contrôler, on va être en stress. C'est ça. Et ce stress, en fait, il faut comprendre qu'il bloque notre capacité justement d'observation, notre capacité d'analyse. Parce qu'à partir du moment où on est en stress, une part de notre cerveau va protéger en fait ce que nous sommes. Et le stress, comme le nom l'indique, est une tension interne. Donc qui dit tension interne dit... Attention, on dit oulala, il se passe un truc, oulala, il y a danger, oulala, ceci, cela. Et donc, à partir du moment où on monte en stress, en fait, on n'est plus capable de conscience. Donc, en fait, il faut bien comprendre que cet état de conscience et cet état de créativité, d'ailleurs, on le voit beaucoup en entreprise, ne peut jouer qu'à partir du moment où on est calme et qu'à partir du moment où on a ce sens de l'observation. Sinon, c'est fini. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui disent je ne comprends pas, mes employés, ils sont pas...
ils sont pas assez créatifs, ils sont comme des petits soldats, etc. Mais à partir du moment où vous mettez la pression à quelqu'un, et on peut se la mettre tout seul, hein, la pression, hein. Et on se la met souvent tout seul. Souvent, c'est ça. Donc à partir du moment où on met la pression à quelqu'un, c'est mort. C'est génial. D'où le yoga, d'où la cohérence cardiaque, d'où, je dirais, toutes ces nouvelles, je dirais, ces nouveaux moyens qui font qu'on va baisser le stress, donc retrouver notre capacité de conscience. Et c'est à ça qu'il faut tendre pour être bien. J'aime beaucoup, alors, tu sais que moi j'ai fait des études en neurosciences. Oui. Hein, et en fait, quand tu parles de stress, en fait, ça vient bloquer une montée au niveau du cortex, donc qui est la partie de raisonnement, et en fait on reste dans ce qu'on appelle le limbique. Oui. Alors le limbique c'est vraiment le siège des émotions, mais en fait on n'a pas la petite boucle, c'est limbique. Oui. Donc quand on est sur stress, on reste dans les émotions, on n'arrive plus à monter à de la rationalité pour pouvoir avancer. C'est exactement ça. Et en fait ça bloque complètement, et moi j'aime beaucoup quand tu dis que derrière effectivement le stress bloque le raisonnement. Et donc le monde de l'entreprise, toi tu connais très très bien. Bien sûr. Hein, c'est un endroit où depuis de nombreuses années tu as l'occasion d'intervenir pour pouvoir justement les faire évoluer à la fois en termes de business mais aussi en termes d'équilibre avec la dimension humaine. C'est ça. Et puis de créativité, de talent. On a tous des pouvoirs extraordinaires. Et j'aime bien parce que moi aussi je viens du monde de l'entreprise et en fait on parle beaucoup de performance. Oui. Mais en fait ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avant la performance, on a besoin d'être engagé. Oui. Mais d'être engagé, on a besoin d'être motivé. Oui. Mais avant d'être motivé, on a besoin d'être heureux. Et donc de retrouver sa place quelque part. Et ça me fait penser, tout ce que tu dis là, ça vient enrichir un petit peu cette approche-là en fait. Hein. En fait, il faut se dire que la motivation, en fait, c'est un élan positif. C'est ça. C'est un enthousiasme. Voilà, les gens vont mieux comprendre. Quand on est enthousiaste, on se rend bien compte de ce qui se passe dans notre corps. C'est-à-dire, on a une espèce d'élan, c'est exactement le terme, et donc on a envie de faire quelque chose. On a envie de rayonner, de briller, ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce que tu disais. Donc la motivation, elle ne peut venir qu'à partir du moment où on n'est pas focalisé, influencé, détourné, en fait, de nous-mêmes, quoi. Et là, le stress va bloquer cet élan. C'est pour ça qu'en plus, les gens qui sont stressés, alors il y a des niveaux de stress sympathiques, hein. Le niveau de stress, le premier, c'est celui où, tiens, tac, 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 qu'est-ce qui se passe? C'est celui qu'on voit quand on conduit la nuit et que tout d'un coup, bien sûr, on voit moins bien, on n'est qu'avec les phares, donc notre niveau de vision est rétréci, mais du coup, on se rend compte qu'on a une acuité qui s'est mise là et qui est très... Voilà, donc là, on se dit, tiens, voilà. Et c'est ça le premier niveau de stress, qui est très bon, mais qui ne peut pas durer. Non. Et le problème, c'est que le premier niveau de stress, comme il gère de l'adrénaline, des hormones, je dirais même de joie, on est tenté de vouloir le retrouver. Sauf que le deuxième niveau, déjà, nous fait perdre cette acuité. Et en fait, il faut comprendre que cette acuité, quand on la perd, en fait, on a peur. Et en fait, c'est la peur qui nous bloque. Et c'est la peur qui nous fait faire, je vais dire n'importe quoi, hein, le mot un petit peu bazar et un petit peu large. Mais en fait, ce qu'il faudrait, si on voulait être un être humain conscient et rayonnant et influent, c'est d'arrêter d'avoir peur. Alors là, à partir du moment où je dis ça, alors là, tout le monde s'assoit. C'est un gros sujet. On fait comment pour ne plus avoir peur? Ouais, mais si on reste dans le monde de l'entreprise, hein, parce que c'est un environnement duquel on vient tous les deux, c'est un bel enjeu, parce que c'est la peur qui bloque beaucoup de choses, mais est-ce que la source de la performance de l'entreprise, c'est pas l'humain, quelque part? Alors cette question est super, parce que moi je continue à installer ce qu'on appelait l'entreprise libérée, qu'on appelle plus aujourd'hui l'entreprise collaborative ou agile. C'est qu'effectivement, la première règle en fait dans ce genre de modèle d'organisation, c'est de mettre les gens en sécurité. C'est ça. La sécurité, en fait, c'est pas simplement la sécurité de l'emploi ou la sécurité, je dirais, quelqu'un se sent en sécurité quand justement il récupère sa maîtrise. Donc, à la limite, il y a une espèce de légère contradiction, c'est-à-dire que si on a la sensation de ne pas maîtriser quelque chose, si un ennui intervient, on n'est plus en sécurité. Donc on a peur. Même si aujourd'hui, cette peur, elle est, je dirais, elle est plus virtuelle que réelle, puisque on se rend compte que dans notre société, on est quand même très protégé. Mais elle est là quand même. Mais elle est là. Et c'est le problème du stress, c'est que cette peur, elle est latente. Pour beaucoup d'êtres humains, elle est constante. Et ça, c'est terrible. Et en fait, cette constance de la peur fait qu'on n'aura de cesse que de chercher la paix. Et sauf que, et ça c'est une contradiction qui est compliquée aussi à comprendre,
Cette paix, on va la trouver dans l'amour. Et cet amour, on va le trouver dans les autres. Et donc là, paf, on repart dans le cercle vicieux. Parce que cet amour, il faut aussi comprendre de quoi il est fait. Ouais. L'amour, c'est pas je t'aime, t'es mon mari, t'es ma femme, super, on va se marier, la vie est belle. Cet amour, c'est une espèce de sensation où tout d'un coup, on est en sécurité. Wow. Donc on peut la trouver avec le chien, on peut la trouver avec le chat, on clair. peut la trouver avec l'arbre, on peut la trouver n'importe où. Mais en fait, on est en amour quand on est en sécurité. C'est-à-dire, on se dit, et là je vais être un peu trivial, waouh, qu'est-ce que je suis bien, je voudrais pas être ailleurs à cet instant-là, quoi. Et on voit bien que c'est pas forcément lié à l'être humain, ou forcément, ça peut être dans son jardin, tiens, mon Dieu, que l'arbre il est beau, que mon chat il est gentil, que tout ça est super, et qu'est-ce que je suis bien. Ben, ça c'est de l'amour en fait. C'est cette espèce de flux où tout d'un coup on est en paix, on est bien. Alors j'adore Elisabeth, franchement, parce que parole d'humain, Oui, et on arrive sur la thématique, on ne l'avait pas préparé ensemble avant, mais on arrive sur la thématique de l'amour. bah oui, Et je trouve que c'est formidable parce que, tu sais, tu regardes beaucoup de religions, etc. Bien sûr. Ils décrivent l'enfer. bien sûr. Mais en fait, on est dans l'enfer aujourd'hui. Bah oui. Quand on regarde le monde dans lequel on vit. Oui, Et pour moi, de ce que je comprends, en faisant ça, il y a deux émotions. Il y a la peur et il y a l'amour. oui, Et en fait, quand je veux dire que l'amour, c'est l'antidote ou l'antidoute de la peur. c'est exactement ça. Et en fait, on vit dedans, mais l'amour, et tu l'as très justement dit, on y met des connotations qui sont très projectives humaines, hein, si je reprends Ah les oui, termes que tu as bien dit. sûr. Mais en fait, l'amour, c'est des choses qui sont très très simples. Et en fait, l'être humain, et ce qu'il recherche avant tout, c'est pas l'amour, tout simplement, en fait. Bah oui, mais si. En fait, mais le problème, et là tu l'as très bien dit, c'est que on met sur ce mot, pour des raisons de business, pour des Voilà. raisons de manipulation, C'est soyons ça. clairs, on met sur ce mot des choses qui fait qu'on ne comprend plus la valeur Ouais. de ce mot. En fait, Ouais. on la comprend plus. Exactement. Amour, on pense, je dois être aimé, Ouais. il faut que j'aime et je dois être aimé. Et je me sens pas aimé, donc j'ai pas Ouais. d'amour. Mais Mm. en fait, l'amour n'est pas du tout conditionnel. C'est ça. L'amour est totalement inconditionnel. Alors, il est vrai que la dose la plus, je dirais, si on devait mettre des prismes, hein, c'est un peu la pyramide de Maslow, la dose la plus rapide et à obtenir, c'est l'amour d'un autre être humain, bien entendu. Donc, comme on n'a pas le temps, hein, pouf, on vise directement ça. Ouais. Mais il faut comprendre que, déjà, ça commence par soi. Mm. C'est-à-dire que être bien avec soi-même, et ça passe par des choses, j'ai envie de dire bêtes, mettre de la musique et danser tout seul dans son salon, s'offrir un bon petit repas et le manger tout seul devant je sais pas quoi, un bon film, et ça, c'est de l'amour. Tiens, je me fais plaisir, je suis bien, et je suis bien. À partir du moment où vous dites je me fais plaisir, je suis bien, c'est que vous êtes amoureux. Ouais. Mais ça veut tout simplement dire se l'autoriser, se donner la permission, sans forcément avoir Oui, d'attente par rapport aux autres. On est d'accord. Et souvent, c'est un peu ça qui nous bloque quand on revient au sujet des peurs. Tu sais, moi, j'ai une définition de l'amour qui vient d'un de mes mentors. Et je vous la partage parce que je trouve qu'elle est magnifique. Ouais. L'amour, c'est l'âme qui voit le jour. Et Super, j'adore ça super. parce qu'en fait, quand on parle de l'âme humaine, en fait, hein, en fin de compte, pour qu'elle arrive à voir le jour, elle a deux obstacles à passer. Il y a un premier obstacle qui est l'obstacle physique. Si je suis malade, si je ne suis pas en Bien sûr. énergie, ça va être compliqué. Bien sûr. Et puis il y en a un deuxième, c'est la barrière psychologique. Dit autrement, c'est la barrière des peurs Ouais. pour qu'elle arrive. Et pour que l'âme qui voit le jour, quand elle arrive à la sortir, je reprends tes termes, Bien Elisabeth, sûr. on rayonne autour de soi. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à bloquer tout ça. Et on revient Alors- vraiment à cette notion de pouvoir, de responsabilité dont tu parlais au début, Ouais. parce que ça nous appartient en fait, tout Ouais. ça. Alors moi j'aime beaucoup ta définition parce que les mots ont un pouvoir et je pense qu'on ne revient pas assez à la simplicité de ce qu'il veut Ouais. dire. Quand tu dis c'est l'âme qui voit le jour, à un moment donné déjà on peut peut-être éclairer Mm. et ça passe parce que je vois beaucoup d'environnements qui sont sombres, qui sont chimiques j'ai envie de dire, qui sont déjà sortir dehors avec le soleil, marcher dans une lumière, capter les couleurs, vous allez voir d'entrée de jeu qu'au bout d'une vingtaine de minutes, vous allez vous sentir mieux. Donc voir le jour, c'est voir le jour. C'est-à-dire, cherchons pas plus loin. C'est-à-dire que sortons de chez nous et allons voir le jour comment il est. Et vous allez voir que en fait, c'est relativement simple. Et ce qui me chagrine aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel on est,
Moi, je suis effectivement aussi coach dans les entreprises. J'ai la partie gestion, mais j'ai la partie accompagnement. Et ce qui me chagrine aujourd'hui, c'est que on a mis de la complexité sur le psychisme et la psychologie humaine. On a mis des process qui semblent pour la plupart des gens infaisables, complexes, difficiles. Alors qu'en fait, avec très peu de choses, un peu de volonté, très peu de choses, du temps, et on arrive à des choses très bien. Et de l'amour. Et de l'amour. On n'a pas besoin d'aller, je sais pas quoi, s'acheter le dernier bouquin ou suivre le stage de truc machin au fin fond de la forêt d'Amazonie, etc. On n'a pas besoin. On a tout là. Et on a tout en nous. Donc, cherchons déjà, nous, à voir le jour. Déjà, on va commencer à faire le premier pas. Et du premier pas, et ça c'est la pensée projective, se viendra le deuxième, le troisième, le quatrième. Voilà. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, Elisabeth. Oui. Mais toi, en tant qu'être humain, alors moi, je suis comme tout le monde. Hein. J'ai été ballottée longtemps entre moi et les autres, entre moi et l'environnement. Je pense qu'un être humain, jusqu'à ce qu'on appelle les crises de milieu de vie, donc jusqu'à peu près la quarantaine, hein, plus ou moins, il va faire sa place. Donc il va construire sa place, mais beaucoup plus grâce à son conditionnement que grâce à la réalité de ce qu'il est. Et à partir de la quarantaine, ça c'était du Jung, mais ça a bougé depuis parce que l'évolution humaine fait qu'on vit plus longtemps, il y a un moment donné, notre nature d'être va monter. C'est-à-dire qu'elle va nous agiter. Alors comme elle nous agite, eh ben, on n'aime pas, hein, donc on met le couvercle, on se dit bah non là, hein. Mais c'est vrai que cette agitation, qui est la première étape du changement, eh ben, elle est désagréable. Et il faut le comprendre, il faut l'admettre, elle est désagréable. Mais une fois qu'on la regarde bien en face et qu'on lui répond, etc., derrière, il y a une espèce de conscience qui monte, de conscience et de nature d'être. Il y a une forme de courage, je le dis. Il y a du courage à être soi. Hein. Ne croyez pas que ce soit simplement... Je veux dire... il y a un courage à être soi, mais par contre, après, quel jour. Mais le courage, c'est quoi? C'est aller au-devant de ses peurs. C'est ça. On revient toujours sur la même thématique, en fait. Mais derrière ça, il y a effectivement une joie et une paix d'être et un bonheur à être ce que l'on est. Et pour ça, je dirais, je vais revenir à la physique quantique, soyez attentifs sans bouger. Essayez pas de bouger, de lutter, parce qu'on n'a pas parlé de la lutte. Mais en fait, un être humain est un combattant du matin au soir. Et ça, c'est terrible, parce qu'en fait, on perd une énergie de fou furieux, on perd du temps, etc. Donc, il ne s'agit pas de combattre, il faut s'enlever cette idée que pour réussir, il faut combattre. Ça, c'est une... malheureusement, c'est une idée qui a été créée par des jeux de pouvoir, qui a été créée aussi même par des religions. Battez-vous, flagellez-vous, faites-vous du mal. Il n'y a pas une notion un peu reptilienne derrière ça aussi? En fait, le truc, c'est qu'effectivement, un être humain au départ, préhistorique, etc., lui devait combattre pour obtenir à manger, à boire, etc. Mais sauf ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il ne combattait pas toute la journée. Non. C'est-à-dire que lui, il fallait qu'il aille tuer le mammouth pour manger le soir, soit. Mais une fois qu'il avait tué le mammouth, les choses étaient faites, quoi. Terminé, Donc il était dans la grotte, il avait bien un, et en fait ce que l'on ne sait pas, parce qu'on ne le sait pas tout simplement, ni moi ni personne, c'est que peut-être qu'entre deux mammouths, il y avait énormément de paix. Sauf que nous, aujourd'hui, dans nos environnements, on sort dehors, on combat le bruit, on combat la pollution, on combat les voitures, on combat le gars qui nous insulte, on combat toute la journée. Mais est-ce que c'est pas finalement un réflexe par rapport, il y a une sollicitation qui nous fait un peu peur, donc on va aller vers le combat, qui était le mammouth, qui était le sabre à dents le tigre à dents de sabre, c'est l'inverse de l'époque, on y va. Donc des sollicitations qui arrivent de temps en temps. Aujourd'hui, les sollicitations, elles ne sont pas par rapport à notre mort physique, mais elles sont par rapport à notre mort, mais interprétées par le cerveau, ça peut être la même chose. Mais comme tu dis, il y en a tout le temps, ce qui fait qu'on croit qu'on est toujours en train de combattre, en fait. Le problème, c'est que là, on va en venir quand même à une réalité, c'est que notre environnement, aujourd'hui, est devenu tellement compliqué à vivre. Et, alors excusez-moi pour ceux qui nous écoutent et qui en font partie, les médias nous assomment de tant d'informations qui ne sont
pour la plupart jamais positives, que en fait cette peur est entretenue constamment. Les premiers qui ont entretenu la peur, c'est, tu l'as très bien dit au début, c'est paradis ou enfer. Si t'es pas gentil, tu iras en enfer. Si tu es gentil, tu iras au paradis. Alors déjà, ça commence là et ça continue pour certains. Donc cette peur aujourd'hui, elle est partout. Alors qu'avant, effectivement, il y avait le tigre dans le sable, le mammouth, le truc et le machin, mais l'organisation naturelle de la nature et de l'environnement était suffisante parce que le tigre dans le sable, il ne va pas venir vous chercher dans la grotte simplement parce que ça l'amuse, quoi. Il va peut-être vous bouffer au coin d'un bois, mais c'est parce que lui-même a faim. Donc en fait, il faut quand même se remettre dans des réalités qui aujourd'hui, et depuis le Covid, on le voit également, les gens combattent H24. Donc, moi, en tant qu'être humain, eh ben, si j'avais 3 conseils à donner, puisqu'on va conclure comme ça. Premièrement, prenez soin de votre corps, parce que c'est lui qui vous emmène et c'est lui qui sait faire par rapport à cet environnement. C'est notre véhicule, le corps. C'est important d'en prendre soin. Et là, aujourd'hui, on voit bien que les gens sont détachés de leur corps. Prenez soin de votre esprit. C'est-à-dire faites-vous plaisir, trouvez la joie, trouvez la motivation, cherchez, d'accord ? Et puis restez calme. Et puis essayez de prendre du recul par rapport à l'extérieur, par rapport à ce groupe, par rapport à tout ce que vous entendez. Gardez votre libre arbitre, faites vos choix en conscience, soyez observants. Et là, à un moment donné, vous allez naviguer. Vous n'allez pas éviter le danger, mais vous allez pouvoir vous adapter, anticiper et vous en extraire s'il est trop fort. Et si tu permets, je vais juste rajouter quelque chose. Tout à l'heure, tu parlais de paradis et enfer, mais on est dans une dualité qui est bien, mal, bon, mauvais, noir, blanc. Mais j'ai envie de dire, ça n'existe pas, ça. Non. Il n'y a que l'homme qui l'a inventé pour essayer de simplexifier quelque chose qui est extrêmement complexe, parce qu'il a voulu essayer de reconstruire quelque chose de parfait avec sa projection, sa pensée, son énergie mentale quelque part. Alors que la perfection, elle existe dans la nature certainement, mais il n'y arrive pas, donc il essaie de faire du bien mal, et c'est ça qui nous enferme en fin de compte dans un ensemble. Et j'aime bien ta conclusion, parce qu'effectivement, le corps physique, mais on n'en parle jamais assez, c'est si on n'a pas d'énergie, si on n'est pas en bonne santé, si on ne prend pas soin de son corps. Moi, dans les personnes que j'accompagne, je dis, mais vous êtes les premières personnes avec lesquelles vous vivez 24-24, mais on ne se voit pas. Mais traitons-nous en première classe. Bien sûr. C'est essentiel. On a parlé de la pensée, de l'esprit de la pensée, le maître maîtrise, le con-contrôle, je pense que ça résume effectivement beaucoup de choses, mais c'est compliqué parce que où est-ce qu'on apprend ça ? Où est-ce qu'on apprend ça ? Alors, j'ai presque envie de dire, on n'a pas besoin de l'apprendre, on le sait déjà. Oui, mais aujourd'hui, les gens, ils sont dans cette complexité, comme tu disais. Qui c'est qui apprend ça ? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais c'est pareil, c'est un business, mais au-delà du business, il y a une réalité. Si on se met à méditer, et on va parler 2 minutes de méditation, allons-y. Parce que cette méditation, on en a fait un business et énormément de gens ne comprennent pas en fait le sens de ce mot. Méditer, ce n'est pas se mettre en position du tailleur, voilà, tiens. Méditer, c'est à un moment donné, j'ai envie de dire, la conséquence de méditer ou le fondement de méditer, c'est cesser de penser un certain temps. Et vous allez voir que quand vous cessez de penser un certain temps, quand je dis un certain temps, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes maximum, on n'est pas obligé de faire ça pendant 1 heure. En fait, vous allez voir que votre libération d'esprit va vous amener vers autre chose. Ouais. Et là, je laisserai à chacun découvrir ce qu'est cette autre chose. Et pour méditer, j'ai presque envie de vous dire, surtout pas besoin de cours, parce que plus vous allez être ensemble à méditer, et moins vous allez y arriver. Parce que bien sûr, vous êtes appelé par le cerveau des autres, vous êtes appelé par cette interconnexion, par cette synchronisation. Donc méditer, c'est s'installer quelque part et tenter, tous les moyens sont bons, de cesser de penser. Moi, j'ai appris à méditer il y a fort longtemps, et ça m'a apporté beaucoup de bienfaits, en écoutant une douche goûter. J'étais toute seule dans un environnement moyen, j'étais en vacances, il y avait une espèce de petite salle de repos avec un sauna, enfin le truc de base, et il y avait une douche qui goûtait tout le temps, et c'était pénible. Et donc en fait, je me concentrais sur cette goutte qui tombait là, régulièrement, et en fait, j'ai cessé de penser. Et ça suffit. Cherchez pas à dire oui, mais j'ai écouté la goutte. On s'en fout. Vous avez cessé de penser. Ça peut être une voix qu'on écoute. C'est vrai qu'il y a des applis aujourd'hui que je nommerai pas, mais qui sont très bonnes pour ça. Ça peut être le vent dans les arbres. Ça peut être l'oiseau qui chante. On s'en fout.
cesser de penser un certain temps pour que votre cerveau, effectivement, puisse à un moment donné retrouver ce que vous avez quand vous avez passé une bonne nuit de sommeil. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous avez passé une très bonne nuit de sommeil, vous vous levez et en fait, forcément, vous avez un élan. Quand vous posez le pied par terre, vous avez un espèce d'élan et vous avez la sensation que le monde vous appartient. Et bien c'est cette sensation que vous pouvez retrouver H24 dès que vous allez méditer. En fait, c'est quand tu parles du petit oiseau, quand tu parles de la goutte, c'est où est-ce que je vais mettre mon focus. C'est ça. C'est ça en fait. Hein. C'est ça. Je le mets plus sur la pensée, mais je le mets sur quelque chose qui est autre que la pensée. Je change mon attention. L'énergie va là où je mets mon attention. En fait. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe au bout d'un certain temps, c'est que votre cerveau, débarrassé de votre petit moulin là-bas, va vous emmener sur d'autres pensées qui seront de la créativité. Donc en fait, et c'est cette créativité qui n'est que votre marque propre à vous-même. Le talent et la créativité, c'est vous. Tout ce qui vous fait créer quelque chose, c'est vous et rien que vous. Donc il faut qu'à un moment donné, vous retrouviez cette envie de créer. Voilà. Ça peut être n'importe quoi, un bout de bois dans un truc. Mais là, on est en train de boucler la boucle. C'est ça. On a commencé il y a je ne sais pas combien de temps, où tu me parlais que l'être humain est un créateur en fait. C'est ça. Et là, on dit qu'à la fin, pour pouvoir retrouver cette création, on vient de parler de la méditation, qui en fin de compte, je pose mes pensées parasites, qui sont le fruit de nos croyances, notre ego, etc., qui viennent nous polluer un petit peu. Et quand on vient les poser, ça laisse la possibilité, soit cette âme qui voit le jour, soit le fait de rayonner, de pouvoir sortir de manière beaucoup plus pure. C'est ça. Et donc justement d'avoir une créativité. Et en entreprise, on a besoin de ça. Et on dit souvent que les créatifs, c'est foutez-leur la paix, ils sont dans l'environnement, dans leur truc pour qu'ils arrivent. Complètement. On est là-dedans, c'est ça. C'est ça. Et donc à partir du moment, alors il faut juste se dire une chose, puisqu'on arrive à la conclusion, à partir du moment où vous aurez un élan créatif, vous serez chez vous. C'est ça. Vous serez en vous-même. Exactement. Et donc, même si ça dure que 5 minutes par jour, ça peut suffire pour vous emmener puis à 10 minutes, puis à 15. Avant d'être motivé, soyons heureux, soyons chez nous. C'est ça, c'est ça. Elisabeth, on va conclure effectivement. Est-ce que tu aurais eu une ou plusieurs notes positives à nous proposer par rapport à cet être humain? Moi, j'ai envie de vous dire, faites que cette observation ou tous ces petits trucs qu'on vous a donnés reste et soit toujours un jeu. Le jeu, c'est ce qui mène aussi un jeune être humain à se découvrir, à découvrir le monde. Et rien n'est mieux que de s'installer à une terrasse de café et s'amuser à observer, et s'amuser à regarder, et s'amuser de ce qu'est le monde. Et si j'avais envie d'avoir si je pouvais donner un conseil positif, restez joueur en toutes circonstances, et cette observation doit rester un jeu. J'ai envie juste d'aller un tout petit peu plus loin. C'est qu'en fait, on parle souvent de jeu versus enjeu. Ah oui. Et en fait, j'aime beaucoup le jeu qui est vraiment, c'est l'observation. Oui. Donc en fait, c'est je regarde, mais je ne porte pas jugement. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Non. Je suis dans l'observation de ce qui est tout simplement, mais je suis dans le jeu. Un enfant, il s'amuse. Oui. Et le jeu, ça peut être le jeu JE. Tout à fait. Il y a le jeu JEU, il y a le jeu JE, et versus l'enjeu qui est quand je me focalise sur un résultat, j'oublie complètement le processus pour y arriver, et souvent on passe à côté. Et c'est en se concentrant sur le je et sur le jeu, merci, c'est formidable, et qu'on arrive finalement à, c'est plus un enjeu, mais un résultat qui est quelque part. On se donne un objectif. Le chemin, on le dessine un petit peu avant, mais apprenons à danser un petit peu avec ce qui se passe dans l'observation. Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Tu as encore 5 minutes, Elisabeth. Parce que tu as prononcé un mot qui est très mal compris aussi et très mal interprété par la plupart d'entre nous. C'est ce qu'on appelle le jugement. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui nous assassinent régulièrement. Ah, mais tu es dans le jugement. Alors, il faut comprendre quand même que le jugement, ce n'est pas, je dirais, une opinion ou une qualification de quelque chose. Le jugement, c'est une opinion négative. Si vous avez une opinion positive, si par exemple quelqu'un passe et vous dites « Oh, dis donc, comme elle est drôlement habillée, j'aurais pas pensé et je trouve pas ça forcément très joli, mais c'est marrant », ce n'est pas un jugement. C'est une observation, c'est une qualification. La personne ne l'a pas entendu, bien entendu. Voilà, un jugement, ça commence toujours par tu.
déjà, tu n'as pas fait ci, tu n'es pas assez cela, tu n'es pas, voilà. À partir du moment où vous êtes dans le je n'aime pas, je trouve que effectivement ça ne me convient pas, vous n'êtes pas dans le jugement. Le jugement est une condamnation. Donc, on s'oblige de temps en temps à ne plus avoir d'opinion, ou à ne plus livrer son opinion, ou à ne plus caractériser les situations, parce que on se croit dans le jugement. Non, le jugement est une condamnation. Si vous condamnez personne, vous n'êtes pas dans le jugement. C'est un peu le tu qui tue, en fait. C'est ça, c'est ça. Dès que vous dites tu à quelqu'un, oui, là, ça va mal se finir, je vous le dis. Hein. Ouais. Par contre, si vous restez dans votre jeu, dans tous les sens du terme, vous n'êtes pas dans le jugement. Okay. Super. Ta note positive, c'est qu'en fait, on a le libre choix. Oui. On a le libre choix et il faut surtout jamais l'oublier. Ouais. Mais je trouve que ce qui est positif aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de caractéristiques de l'environnement où on pense que les choses ne vont pas bien. Et en fait, regardez autour de vous, que ce soit sur le web, que ce soit tout ce qui est en train de monter du back-office et des profondeurs. Il y a énormément de choses bien qui sont en train de se passer. Et on est en train, effectivement, aujourd'hui, c'est un peu la dualité. D'un côté, il y a un chaos et de l'autre côté, il y a des gens qui font des choses. Mais l'être humain, alors on le croit ou pas, est foncièrement positif, hein, on en reparlera peut-être une autre fois, mais à un moment donné, il y a autant de choses bien que de choses pas bien. Si vraiment vous avez envie de regarder ce qu'il y a de bien, vous allez voir, vous allez trouver des quantités de choses. Y compris en entreprise, ça bouge bien, il y a des belles choses qui se font. Bien sûr, et il y a plein de choses extraordinaires qui sont en train de se faire. Donc important, c'est où est-ce qu'on regarde, où est-ce qu'on met notre énergie, hein, où est-ce qu'on regarde, là va notre énergie, donc choisissons où on veut regarder. On regarde les médias ou on regarde des choses qui sont plus positives parce que l'être humain est foncièrement positif. Alors, juste pour finir, les médias sont en train de nous faire des espèces de petits reportages très positifs qu'ils ne faisaient jamais avant, les infos de 20 heures, et là, c'est en train d'arriver. Elisabeth, ayons un regard positif. Oui. Merci pour cette conclusion. Merci à vous. Merci Axel de m'avoir invité. À très bientôt. Merci, c'était Parole d'humain. Merci Elisabeth Boutet. Je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.